J'étais mariée à David, un homme décontracté qui avait hérité d'un petit restaurant français de son père. Nous avons emménagé dans une maison confortable que ma grand-mère m'avait laissée. C'est là que nous avons commencé notre famille et accueilli notre fils, Richard. Les premières années, David et moi nous asseyions sur notre terrasse le soir, après que Richard se soit endormi. Nous parlions de notre avenir, économiser pour une maison plus grande, peut-être avoir un autre enfant. David se voyait toujours avec une bière à la main, tandis que je rêvais de donner à Richard la meilleure éducation possible, espérant qu'il pourrait aller à l'université sans avoir à lutter avec des prêts étudiants comme je l'avais fait. La vie était simple et heureuse. Mais avec le temps, les choses ont changé. J'ai progressé dans ma carrière, mais David semblait satisfait de garder le restaurant tel quel. Il est resté petit et confortable, mais il ne rapportait pas assez d'argent. Un soir, en nettoyant après le dîner, j'ai abordé le sujet. David, as-tu pensé à ajouter de nouveaux articles au menu ou à apporter des changements pour attirer plus de clients? David, frottant une assiette un peu trop fort, répondit, pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé? On va bien. Mais on pourrait faire bien mieux, ai-je dit, en m'essuyant les mains avec un torchon. David jeta l'assiette avec frustration. Pourquoi tu pousses toujours? Tu peux pas juste être contente de ce qu'on a? J'en ai marre que tu veuilles toujours plus. J'ai laissé tomber la conversation, mais le problème n'était pas seulement le restaurant. À mesure que je devenais orthodontiste, les choses se sont empirées. David passait plus de temps au restaurant sans vraiment travailler, juste pour éviter la maison. De plus en plus souvent, il allait chez sa mère Rachel. Une nuit, après qu'il ait passé une autre soirée là-bas, je l'ai confronté. Tu es encore allé chez ta mère hier soir, David. Quand tu es là-bas, tu penses que c'est qui s'occupe de tout ici? Il a juste roulé des yeux et a posé ses clés sur la table. Oh, allez. Maman me comprend. Elle ne me critique pas sur l'argent ou sur le travail. Cela m'a fait mal, surtout que je couvrais ses dépenses, envoyant même $1000 par mois à Rachel pour l'aider. Il devenait de plus en plus difficile de payer toutes nos factures. Plus tard cette semaine-là, j'ai appelé Rachel pour parler de nos problèmes d'argent et de la manière dont David devait en faire plus. Rachel, je fais tout ce que je peux, mais David doit faire un effort. On galère, ai-je expliqué. Au lieu de comprendre, Rachel est devenue défensive. Barbara, tu es sa femme. C'est ton rôle de le soutenir, pas de lui mettre la pression. Tu veux toujours que mon garçon change. Tu ne vois pas que c'est toi le problème, m'a-t-elle accusé. La colère bouillonnait en moi. Je le soutiens, Rachel. Plus que tu ne le sais. Je t'envoie même de l'argent chaque mois. Comment peux-tu dire que je suis le problème? Tu crois que je suis une chercheuse d'or? C'est moi qui compte chaque centime juste pour qu'on s'en sorte, ai-je rétorqué, ses paroles me piquant. Elle a raccroché sans dire un mot de plus. Ce soir-là, je suis restée seule, pensant à notre conversation. La frustration et la tristesse m'envahissaient. J'ai regardé David s'affaler sur le canapé, une bière à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Pendant ce temps, je bordais Richard dans son lit, le cœur lourd de tout ce qui pesait sur moi. La vie à la maison n'était devenue que plus difficile depuis que le restaurant de David commençait à échouer. Il avait dû licencier ses employés un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui, juste lui à faire des pizzas dans un coin tranquille de la ville. Même alors, l'entreprise continuait de sombrer jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus payer les factures. Le jour où il a fermé définitivement le restaurant, il est rentré chez nous l'air brisé. Mais il y avait autre chose dans ses yeux. Défiance. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un contretemps, dit-il, essayant de rester forte en accrochant son tablier pour la dernière fois. Je suis restée assise à la table de la cuisine, les factures éparpillées partout comme un désordre que je ne pouvais ignorer. Un contretemps, David? Le restaurant est fermé. On a besoin d'argent, et on en a besoin maintenant, ai-je dit. Son orgueil était blessé et il se tendit. Je vais trouver quelque chose, mais je ne prendrai pas n'importe quel job. J'ai mes standards. J'étais propriétaire d'une entreprise, dit-il. J'ai laissé échapper un soupir frustré. Et ça veut dire quoi maintenant, David? On n'a pas besoin de standards, on a besoin d'argent. Il secoua la tête. Je ne vais pas être un de ces types de bureau. J'ai un diplôme, Barbara. Je vise un poste de cadre. Rien de moins. Je le fixais, incrédule. Ton entreprise vient de couler et tu crois que tu peux obtenir un emploi bien rémunéré comme ça, ai-je lancé. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il est parti en trombe, probablement en direction de la maison de sa mère. C'est ce qu'il faisait maintenant,
Chaque fois que les choses devenaient difficiles, il disparaissait. Le week-end n'apporta aucun soulagement. Au lieu de cela, sa mère, Rachel, fit irruption avec ses demandes habituelles. Elle arriva juste au moment où je préparais le déjeuner. Son timing était parfait, comme toujours. Barbara, tu dois parler à tes patrons. Trouve un bon travail à David dans ta société. Il le mérite, dit-elle, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Je laissai échapper un rire bref et acerbe. Rachel, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai commencé tout en bas et j'ai travaillé pour arriver là où je suis. On ne donne pas des postes de haut niveau juste parce que je demande, répondis-je. Elle plissa les yeux. Et tu ne veux juste pas qu'il réussisse. Tu as peur qu'il te surpasse, m'accusa-t-elle. Je pris une profonde inspiration, gardant ma voix calme malgré ma frustration. Sérieusement, Rachel, David ne peut pas juste débarquer dans un poste de cadre sans expérience. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de réalité. Le déjeuner fut tendu après ça. David resta silencieux, probablement en train de ruminer son ego meurtri et les paroles de sa mère. Au fur et à mesure que les jours passaient, rien ne changeait. David passait son temps sur le canapé, une bière dans une main et son téléphone dans l'autre, pendant que je travaillais, m'occupais de la maison et de Richard tout seul. Je rentrais dans une maison en désordre et sans dîner. David, tu pourrais au moins commencer le dîner ? Je suis épuisé, dis-je en déposant mes sacs et en enlevant mes chaussures. Il grogna, les yeux rivés sur son téléphone. Tu fais mieux que moi. Je suis fatigué aussi, tu sais. Ça me mettait en colère de le voir assis là, tandis que Richard, affamé et attendant, tirait sur ma manche. David, tu l'as récupéré à l'école aujourd'hui, demandai-je un soir, sachant déjà la réponse. Il marmonna à peine une réponse, le bruit de la télévision couvrant sa voix. Heureusement, ma mère, qui vivait à proximité, était intervenue pour m'aider depuis que David avait commencé à négliger même les choses de base. David, c'est aussi ton fils. Il a besoin de toi, dis-je, essayant de garder ma voix calme, bien que cela devienne de plus en plus difficile. C'était généralement le moment où il s'enfuyait, claquant la porte derrière lui. Et comme toujours, il disparaissait, me laissant gérer tout toute seule. Puis les choses empirèrent. Je remarquai de l'argent manquant dans mon porte-monnaie. Au début, c'était juste quelques dollars, mais bientôt des billets entiers disparurent. Une nuit, après avoir vérifié à nouveau et constaté qu'il manquait encore de l'argent, je l'affrontai. David, tu as pris de l'argent dans mon sac à main ? Ses yeux se détournèrent avant de rencontrer les miens. J'avais besoin de cash pour de la bière, admis-il. De la bière ? Tu prends de l'argent maintenant, comme un voleur, m'écriai-je. Comment oses-tu m'appeler un voleur ? Je suis ton mari, répliqua-t-il, sa voix montant en flèche. Avant que nous puissions continuer à nous disputer, Rachel fit irruption. Il semblait qu'elle nous avait entendus. Son visage était plein de colère. Barbara, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu ne vois pas qu'il souffre ? Tu devrais le soutenir, pas l'accuser. Le soutenir en le laissant voler de l'argent ? Et Richard ? Et nos factures, rétorquai-je, ma voix se faisant de plus en plus forte, toute la pression des derniers mois éclatant. David se laissa simplement tomber sur le canapé, les yeux fixés dans le vide, tandis que Rachel et moi nous disputions à cause de lui. Finalement, elle sortit en trombe, et il ne dit rien. Puis, à la fin de l'été, Richard tomba malade. Sa fièvre monta une nuit, et aucun remède apaisant ni compresse froide ne semblait aider. Je m'assis à son chevet, thermomètre en main, me sentant complètement seule. Mon cœur se serra à chaque bip du thermomètre. La fièvre de Richard ne baissait pas comme d'habitude. David ne servait à rien, collé à son téléphone sur le canapé. David, tu peux vérifier s'il nous reste de la médecine contre la fièvre, demandai-je, en essayant de rester calme. Il grogna et se leva lentement, mais je savais qu'il serait plus rapide de le faire moi-même. Richard gémit doucement, serrant ma main. Chaque seconde comptait. Je lui embrassai rapidement le front et me précipitai vers la cuisine. Le lendemain matin, le médecin annonça que Richard avait besoin de médicaments et de tests. Il vaut mieux prévenir que guérir, conseilla-t-il, écrivant ses recommandations. Les tests signifiaient plus de dépenses, plus que ce qu'il nous restait après les factures et les dépenses imprudentes de David. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais la décision. Je transférai nos dernières économies pour le traitement de Richard, y compris les 11 000 $ que j'envoyais habituellement à Rachel. Il n'y avait pas d'autre choix. Peu de temps après, Rachel entra en furie. Barbara,
Où est mon argent? C'est le premier du mois, exigea-t-elle. Je préparais le petit sac à dos de Richard, le préparant pour une autre visite chez le médecin. Je me préparais à une autre dispute. Rachel, j'ai dû utiliser l'argent pour Richard. Il est très malade. Il a besoin de tests et de traitements. Le visage de Rachel se durcit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu n'as plus d'argent? C'était mon argent, Barbara. J'en ai besoin, lança-t-elle. Je reculai, levant les mains tandis que mes instincts maternels prenaient le dessus. Richard est ma priorité. C'est un enfant, Rachel. Il est malade et je dois m'occuper de lui. Les yeux de Rachel brillèrent de colère. Je savais que tu ferais quelque chose comme ça, retenir mon argent pour ce garçon, cracha-t-elle, ses mots pleins de venin. Ce garçon, Rachel, c'est ton petit-fils. Comment peux-tu être aussi insensible, répliquai-je, ma patience s'épuisant. Je n'ai pas besoin d'un discours de ta part, Barbara. Assure-toi juste que je récupère mon argent d'ici demain, ou tu le regretteras, siffla-t-elle, son visage tordu par la colère. Sa menace flottait dans l'air, mais je refusais de céder. Je jetai un coup d'œil à Richard, faible et fragile dans la pièce voisine, et cela renforça ma détermination. Sors de ma maison, Rachel. Je ne tolérerai pas de menaces, pas aujourd'hui, pas jamais. Elle sembla prête à argumenter, mais quelque chose dans mes yeux la fit se retenir. Au lieu de cela, elle partit en furie, claquant la porte derrière elle. Un silence lourd s'installa. Puis, sans un mot, David sortit à sa suite. Je retournai vers Richard, mes mains tremblantes, caressant doucement ses cheveux. Il me regarda avec des yeux fatigués, remplis de douleur. « Ça va, mon bébé. Maman est là, murmurai-je en l'embrassant sur le front. Ma détermination se renforça. Les jours se confondaient en visites incessantes à l'hôpital et en nuits sans sommeil. L'absence de David était presque un soulagement, plus de disputes, plus de regards froids. Mais après une semaine de calme, je sentais que quelque chose n'allait pas. Un samedi après-midi, je vérifiais mon application bancaire. Mon cœur s'arrêta. D'énormes retraits avaient presque vidé nos économies. La panique m'envahit tandis que je faisais défiler l'historique des transactions. Chaque retrait semblait une trahison. Je rappela David encore et encore, mais il ne répondait pas. Il n'avait pas décroché depuis des jours. Réalisant ce qu'il avait fait, je bloquai immédiatement la carte pour l'empêcher de prendre davantage d'argent. À cet instant, je vis enfin l'étendue de l'égoïsme de David. Une semaine après sa disparition, David revint, mais il n'était pas seul. Rachel était juste à côté de lui. Ils me trouvèrent assise sur le sol du salon, entourée des jouets de Richard et des piles de factures médicales impayées. « Barbara, nous avons des nouvelles, dit David en souriant. J'ai gagné à la loterie 200 millions de dollars. Et non, tu ne verras pas un centime de ça. Je demande le divorce. » La pièce tourna autour de moi. Et Richard, parvins-je à murmurer. Rachel laissa échapper un rire froid et moqueur. Oh, Barbara, toujours en train de jouer à la martyre, se moqua-t-elle. Tu as sous-estimé mon fils. Maintenant, il est riche, et toi, tu n'es rien. Il trouvera quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus jeune. David hocha la tête, saisissant un sac de sport posé par terre. Ouais, je vais emménager chez maman. Tu te débrouilleras toute seule, non, dit-il avec un sourire narquois. Rachel sourit aussi, passant son bras autour de lui. Laisse-la laisser la chercheuse d'or se noyer dans son bordel. On a mieux à faire, dit-elle avec suffisance tandis qu'il sortait par la porte. La porte se ferma derrière eux. Trahison. Abandon. Vol. David était parti, me laissant seul avec rien d'autre que le chagrin et une montagne de problèmes. Mais à mesure que le choc s'estompa, quelque chose d'autre monta en moi, la détermination. Il pensait pouvoir me briser, me laisser sans rien. Je ne les laisserai pas faire. D'une main ferme, je pris mon téléphone et appelai mon avocat. David avait utilisé notre argent commun pour acheter ce billet de loterie, et je me battrai pour ce qui m'appartenait de droit. Je veux contester les gains, dis-je à mon avocat. Il était prudent mais me soutenait. Ça va être un combat difficile, Barbara, mais nous ferons tout ce que nous pouvons, me dit-il, m'assurant de son soutien. En raccrochant, le poids de la bataille à venir se posa sur mes épaules, mais cette fois, je me sentais plus forte. La trahison m'avait changé. Je ne me battais pas seulement pour survivre. Je me battais pour la justice, pour moi, pour Richard. À mesure que la date de l'audience approchait, mon avocat, M. Paul,
et moi avons travaillé sans relâche. Nous avons rassemblé toutes les preuves, extraits de comptes, documents financiers, tout ce qui prouvait que j'avais été celle qui soutenait notre foyer pendant que David ne contribuait en rien. Barbara, nous avons un dossier solide. Le point le plus important est qu'il a utilisé ta carte bancaire pour acheter le ticket, m'a rassuré Monsieur Paul alors que nous étions dans son bureau, entouré de piles de documents. À quelques jours de l'audience, la tension dans ma vie était constante. Puis, à seulement 5 jours du tribunal, David et Rachel sont arrivés de manière inattendue. J'étais dans la cuisine pendant que Richard jouait à mes pieds, lorsque j'ai entendu une porte claquer. Quelques instants plus tard, ils ont éclaté dans la porte d'entrée, leur visage rouge de colère. « Tu vas vraiment jusqu'au bout ? Poursuivre ton propre mari » a crié David, sa voix résonnant dans la petite pièce. Rachel a rebondi immédiatement, son ton aigu et amer. « Avidité. Voilà ce que tu es, essayant de prendre de l'argent qui ne t'appartient pas. » Je suis restée ferme, sentant Richard se coller à ma jambe pour me réconforter. Ce n'est pas seulement l'argent de David. Il a utilisé l'argent de notre compte commun, que j'ai alimenté parce qu'il ne contribuait pas, ai-je dit calmement. Leur colère n'a fait qu'alimenter ma détermination. Le visage de David s'est déformé par le dégoût. Ce n'est pas une question de contrôle, David. C'est une question d'équité, ai-je continué. Tu es parti, tu te souviens ? Toi et ta mère m'avaient ridiculisé, en disant que je serais laissée avec rien. Ils ont continué à crier, mais j'ai refusé de laisser cela dégénérer en une bagarre en présence de Richard. Vous devez partir maintenant, ai-je dit fermement. Nous réglerons cela au tribunal. Ils ont tempêté et sont sortis en claquant la porte. Et comme ça, la maison est devenue plus légère, plus propre. J'ai serré Richard contre moi, lui murmurant que tout irait bien. La salle d'audience était tendue. David était assis en face de moi, son avocat lui chuchotant à l'oreille, tandis que Rachel me dévisageait avec une haine pure. Lorsque M. Paul a présenté les extraits de comptes et les documents financiers, la vérité était incontestable. Chaque fois que l'avocat de David peinait à répondre à une question, je ressentais une vague de victoire. Le juge écoutait attentivement, ses yeux fixés sur David tandis que les preuves se déployaient. L'argument clé était clair. Le ticket de loterie avait été acheté avec l'argent de notre compte commun, ce qui en faisait un bien marital. Alors que M. Paul expliquait cela, David a soudainement haussé la voix. « C'est moi qui ai acheté le ticket. C'était ma décision. Ma chance, a-t-il argumenté. Mais le juge a rapidement réagi, son ton ferme. « Pas votre argent, monsieur Jeffrey. Et malheureusement pour vous, la chance ne prime pas sur la loi. » Après une longue délibération, le juge a rendu son verdict. Il est clair d'après les preuves que M. Jeffrey était financièrement dépendant de Mme Jeffrey lorsque le ticket de loterie a été acheté. Par conséquent, le ticket est un bien marital, a-t-il annoncé. David n'a obtenu qu'un quart des gains. Le reste, 3/4, m'a été attribué. David et Rachel sont restés figés, leur visage plein de choc. Ils ne s'y attendaient pas. Des mois plus tard, après le divorce et une fois le chaos apaisé, j'ai enfin commencé à me concentrer sur l'avenir. J'avais entendu trop d'histoires de gagnants de la loterie ayant tout perdu, alors j'ai décidé d'être sage. J'ai contacté Thomas, un vieil ami d'université qui avait fait carrière dans la finance, et lui ai demandé des conseils. Autour d'un café, nous avons discuté des investissements intelligents dans les technologies et les énergies renouvelables. J'ai aussi veillé à mettre de côté suffisamment d'argent pour l'éducation de Richard. Son avenir était ma priorité. Les conseils de Thomas ont été inestimables. Pendant ce temps, David et Rachel avaient une approche très différente de leur part de l'argent. Ils sont rapidement devenus les sujets de toutes les conversations. David exhibait sa nouvelle voiture de sport, tandis que Rachel se vantait de bijoux coûteux et de vêtements de créateur, profitant de son nouveau mode de vie. Un après-midi, alors que je récupérais Richard à l'école, une amie m'a partagé avec empressement les dernières rumeurs sur les dépenses extravagantes de David et la folie de shopping de Rachel. Je me contentais de sourire, tenant la main de Richard. J'avais choisi la sécurité. Ils avaient choisi l'excès. Et je n'avais aucun doute sur celui qui sortirait gagnant à la fin. Je souris simplement et je détournai mon attention vers Richard et notre avenir. Chez moi, j'ai soigneusement planifié nos finances avec l'aide de Thomas. Chaque décision d'investissement nous rapprochait de la stabilité et de la sécurité, garantissant que Richard aurait toutes les chances dans la vie. Richard me demandait souvent des nouvelles de l'université, ses yeux brillants de rêves et de possibilités. Voir son excitation n'a fait que renforcer ma détermination à lui offrir le meilleur avenir possible.
La vie était enfin installée dans une routine paisible. Richard excellait à l'école, et nos investissements portaient leurs fruits. Le passé semblait être un souvenir lointain. Mais la vie a une manière de ramener les choses quand on s'y attend le moins. Un après-midi, alors que je prenais un café avec une amie proche, j'ai reçu des nouvelles surprenantes. David a touché le fond, m'a-t-elle dit. Il a perdu sa voiture, son argent, et il est noyé sous les dettes de jeu. Les choses sont allées tellement mal qu'il s'est même disputé et s'est blessé au cou. J'ai caché mon choc derrière ma tasse de café. Vraiment ? C'est malheureux, ai-je simplement répondu. Et Rachel ? L'ai-je demandé. Elle vend ses bijoux. Elle et David sont maintenant désespérés. Après des années à exhiber leur richesse, ils n'ont plus rien. J'ai écouté, secouant la tête devant la rapidité avec laquelle les choses avaient changé. Peu après, on a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver David debout, une ombre de l'homme qu'il avait été. Les vêtements chics avaient disparu, remplacés par des jeans usés et une veste abîmée. Ses yeux, autrefois pleins de fierté, semblaient maintenant fatigués et désespérés. « Barbara, on peut parler ?» Sa voix était rauque, comme s'il avait répété ce moment encore et encore. J'ai hésité, mais j'ai finalement laissé passer, le laissant entrer. Richard était sorti avec ses amis, donc nous étions seuls. Je ne comptais pas laisser cette visite durer longtemps. En entrant, David a jeté un regard lent et prolongé autour du salon. « J'ai tout perdu, Barbara », a-t-il avoué. L'argent, la voiture. Je n'ai plus rien, et ma famille me manque. Tu me manques. J'ai haussé un sourcil. Tu manques l'argent. C'est ça que tu manques, ai-je répondu. Non, c'est plus que ça, a-t-il insisté. J'ai beaucoup réfléchi. J'espérais qu'on pourrait repartir de zéro. Ses yeux étaient remplis de supplications, mais tout ce à quoi je pouvais penser étaient les années de mensonges, de négligence et de trahison. J'ai poussé un petit ricanement incrédule. Repartir de zéro ? Après tout ce que tu nous as fait ? Tu es parti, tu m'as traité de gourmande, tu as gaspillé tout ton argent, et maintenant tu veux revenir comme si de rien n'était ? Il détourna le regard, son inconfort évident. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, Barbara, dit-il doucement. Mais cette fois, je n'allais pas me laisser duper par ses paroles. Je comprends vraiment maintenant, et je suis prêt à changer, a insisté David. J'ai secoué la tête. Et David, tu es parti quand tu pensais qu'il serait mieux pour toi de nous quitter. Cela m'a montré qui tu es vraiment. Maintenant, tu es désolé parce que tu n'as plus rien, ai-je dit fermement. Il a soupiré, laissant mes paroles s'imprégner. Alors il n'y a aucune chance pour nous, demanda-t-il doucement. Et David, je t'ai pardonné il y a longtemps, pour ma paix, pas pour que tu puisses revenir dans nos vies quand les choses ont mal tourné pour toi. Richard et moi allons très bien, et je compte bien que ça continue comme ça, ai-je dit avec un cœur lourd. J'ai regardé pendant qu'il se tournait et s'éloignait, ses épaules voûtées alors qu'il disparaissait dans la rue. J'ai ressenti quelque chose changer en moi. Un chapitre de ma vie était enfin clos. Plus tard dans la journée, j'ai récupéré Richard à l'école. Son rire remplissait la voiture, chaud et lumineux, me rappelant les vraies richesses de ma vie. Aucun gain à la loterie ne pourrait jamais égaler l'amour, la joie et la paix que nous avions construits, ensemble.